38 000 fois. C'est le chiffre qui vient de faire craquer la matinée de Trump, parce que son nom apparaît 38 000 fois dans une publication partielle des fichiers Epstein. Et là, quelque chose de rare se produit. Sa propre base commence à se retourner. Pas ses ennemis, ses fidèles. Une femme qui se décrit comme activiste du 6 janvier écrit « Je me sens physiquement malade. Il apparaît qu'il est un pédophile malade. » Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus un débat politique. C'est une trahison ressentie dans le corps. Et si tu te dis que c'est juste une polémique de plus, écoute bien. Il resterait 3 millions de documents manquants, pouvant représenter 50 millions de pages encore cachées. Donc ce que tu vois aujourd'hui pourrait n'être que la première fuite. Mais voici le détail qui change tout. Quand une base se fissure, le leader ne répond pas. Il contre-attaque. Il détourne l'attention. Il choisit une cible. Et dans les prochaines minutes, tu vas voir exactement qui Trump décide de punir. Tu crois regarder un scandale de plus, mais en réalité, tu regardes une coalition se déchirer en direct, parce que tout part d'un point précis, cette sortie sur les fichiers Epstein. Dans ce récit, on te dit que le nom de Trump apparaît 38 000 fois dans une publication partielle. Et immédiatement, un autre détail tombe comme une menace. Il existerait encore 3 millions de documents manquants, potentiellement 50 millions de pages qui ne sont pas là. Donc, ce qui est déjà explosif pourrait être loin d'être complet. Et c'est là que l'histoire devient plus grande que Trump. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. C'est la mécanique du pouvoir. Quand une base se sent trompée, elle ne cherche pas juste une explication. Elle cherche un responsable. Et quand un leader sent que son socle bouge, il ne tente pas de calmer. Il tente de contrôler. Alors pose-toi une question simple. Si cette affaire était vraiment sans danger pour lui, pourquoi sa propre équipe commence à normaliser l'impensable? Parce qu'à partir d'ici, c'est plus une défense, c'est une stratégie. Voici la ligne officielle, et elle est presque choquante par sa froideur. Sur Fox, dans l'émission de Laura Ingraham, l'argument est lâché comme si c'était banal. Ce n'est pas un crime de faire la fête avec Epstein. Voilà. Point final. Comme si faire la fête et Epstein pouvaient exister dans la même phrase sans que tout le monde se fige. Et c'est exactement là que tu comprends ce qui se passe. Ce n'est pas une explication, c'est une tentative de recadrage. On ne te dit pas « il n'y a rien ». On te dit « même si c'était vrai, ce n'est pas grave ». Et ça, c'est une différence énorme, parce qu'en face, la base ne suit pas. Quand J.D. Vance publie « Fantastique programmation pour le show de mi-temps Turning Point USA, Kid Rock », la réponse fuse. Pas un mot sur les fichiers Epstein, mais tu veux que je regarde un show? Va au diable. Ce n'est pas juste de la colère, c'est du mépris. Notice ce qu'ils ne nient pas. Ils ne disent pas « c'est faux », ils disent « ce n'est pas un crime ». Et quand un camp commence à parler comme ça, l'histoire vient de changer de phase. Et là, ça escalade. Pas doucement, brutalement. Parce que quand la pression monte sur les fichiers Epstein, Trump ne cherche pas à apaiser. Il cherche un coupable à frapper. Et sa cible, ce n'est pas un démocrate, ce n'est pas un procureur, c'est un républicain, Thomas Massie, un élu du Kentucky, quelqu'un du camp, quelqu'un qui pousse une procédure pour forcer la publication de ses fichiers. Et Trump fait ce que Trump fait toujours quand il sent une menace. Il transforme ça en guerre personnelle. Il ne s'attaque pas seulement à Massie, il s'attaque à sa femme. Il écrit que les gens disent que Massie serait devenue libérale à cause de sa nouvelle épouse, qu'elle serait une pyromane de la gauche radicale. Et tout ça alors que cette femme a voté pour Trump 3 fois. C'est là que l'histoire bascule. Parce que si même les fidèles peuvent être traités comme des traîtres, alors la loyauté ne protège plus personne. Et ça ressemble à un vieux schéma qu'on a déjà vu. Quand un mouvement est en crise, il se purifie en public, en humiliant les siens pour faire peur aux autres. Et si tu penses que c'est juste du théâtre, attends de voir ce que la base MAGA commence à dire ensuite. Parce que le plus dangereux, ce n'est pas l'attaque. C'est le message derrière l'attaque. Thomas Massie répond, et sa réponse est une gifle froide. Il explique que sa femme a voté Trump 3 fois, et il ajoute quelque chose de précis, presque intime. Peut-être que quelqu'un lui a dit que c'est elle qui m'a suggéré de demander à Pam Bondi, en personne, à dîner, quand on aurait la phase 2 des fichiers Epstein. Puis, il lâche la bombe. Bondi aurait répondu qu'il n'y avait plus de fichiers. Comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Et là, tout devient plus sombre. Parce que si on te dit qu'il n'y a plus de fichiers, alors pourquoi cette histoire continue de brûler? Pourquoi des figures MAGA parlent de malaise physique?
Pourquoi l'équipe de Trump pousse une ligne du type « Ce n'est pas un crime de faire la fête avec Epstein ». Puis une autre voix arrive, encore plus explosive, Marjorie Taylor Greene. Elle dit que Trump traite comme de la merde ceux qui le soutiennent le plus. Elle rappelle que Massey a voté avec Trump 91% du temps. Et elle ajoute une phrase qui te force à regarder autrement. Le président devrait se soucier des électeurs qui l'ont mis au pouvoir, pas des donateurs super riches. Voici pourquoi ce détail change tout. Quand même tes alliés commencent à parler comme ça, ce n'est plus une rumeur, c'est une fracture interne. Et maintenant, Trump va faire ce qu'il fait toujours quand il perd la narration. Il va essayer de la noyer. Et c'est là que tout s'empile, comme si le pays glissait d'une crise à l'autre sans respirer. Pendant que sa base brûle sur l'affaire Epstein, Trump se met à poster sur le New York Times. Il se plaint d'un article sur Harvard, parle de fake news, de corruption, d'antisémitisme, traite le journal de pathétique véhicule de l'extrême gauche. Et tu te retrouves à regarder un président qui semble plus obsédé par une guerre médiatique que par l'incendie dans son propre camp. En parallèle, un élu démocrate résume l'absurde. Les tarifs douaniers font grimper les prix, les entreprises répercutent les coûts et Trump serait concentré sur fermer le Kennedy Center. Même Kid Rock n'aurait pas voulu y jouer. C'est presque comique, sauf que ce n'est pas une blague. Et puis arrive une autre couche, encore plus lourde, une liste de demandes d'argent. BBC, 5 milliards. JP Morgan, 5 milliards. Harvard, 1 milliard. Et tu sens un pays où le pouvoir ressemble de plus en plus à une machine à pression. Tout va trop vite, trop de fronts, trop de tensions. Et la question devient simple. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Parce qu'à ce stade, ce n'est plus seulement une bataille entre politiciens. Ça finit toujours par retomber sur toi. Quand les prix montent à cause des tarifs, ce n'est pas une ligne dans un rapport, c'est ton panier, ton loyer, ton plein d'essence. Et pendant que les puissants se disputent les caméras, toi tu comptes. Tu coupes, tu repousses des factures, tu fais semblant que ça va alors que ça sert. Et pendant que tout ça se joue, un autre chiffre apparaît, discret mais terrifiant. Les retards de paiement des prêts étudiants explosent. Le texte dit que le nombre d'emprunteurs gravement en retard atteint 3,62 millions, un record. Et ceux qui sont à plus de 271 jours de retard seraient 8 fois plus nombreux qu'avant 2020. Ça, ce n'est pas un débat idéologique. C'est une vague de stress financier qui peut avaler des familles entières. Tu vois le pays? Quand le pays est saturé de scandales, plus personne n'a l'espace mental pour regarder ce qui se passe dans sa propre vie. Et c'est exactement comme ça que les choses se dégradent sans bruit jusqu'au moment où tout casse d'un coup. Si ça te paraît familier, dis-le dans les commentaires. Et maintenant, regarde comment le système rend tout ça possible. Voilà la mécanique. Et elle est plus simple et plus inquiétante qu'elle en a l'air. Quand une crise menace le sommet, le pouvoir ne cherche pas toujours la vérité. Il cherche la gestion. Il cherche le contrôle de l'attention. Regarde la séquence. Des accusations qui explosent autour des fichiers Epstein, une base qui se fracture, une ligne officielle qui banalise. Ce n'est pas un crime de faire la fête avec Epstein, puis une contre-attaque contre un élu du camp, et ensuite, une pluie de distractions. C'est un modèle. Tu crées du bruit plus vite que les gens ne peuvent réfléchir. Tu les forces à choisir un camp avant même qu'ils aient les faits complets. Et surtout, tu fais comprendre à tout le monde une règle implicite. Si tu poses les mauvaises questions, tu deviens la cible. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au même moment, un élu républicain explique que certaines demandes seraient non négociables, pas de mandat judiciaire et ne pas obliger les agents à retirer leur masque. Il dit littéralement que les mandats judiciaires seraient un non-starter. Et là, tu vois la logique. Plus de pouvoir, moins de contrôle. Voici l'insight que les médias n'aiment pas dire. Un système ne bascule pas d'un coup. Il s'habitue. Il normalise. Et un jour, tu te réveilles dans quelque chose que tu n'aurais jamais accepté au départ. Et si ça continue, la prochaine étape est déjà en train de se former. À partir d'ici, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. La première, c'est la fuite en avant. La base MAGA continue de se fissurer, les voix internes deviennent plus dures, plus publiques, plus humiliantes. Les demandes de publication, les disputes, les attaques personnelles, tout devient une guerre de survie. Et dans ce scénario, chaque jour apporte un nouveau contre-feu, un nouvel ennemi, une nouvelle polémique, une nouvelle diversion. Pas pour gagner, juste pour tenir. La deuxième trajectoire, c'est le resserrement. Le pouvoir se verrouille.
On répète que certaines règles ne comptent plus, que certaines protections sont des jeux politiques, que certains contrôles sont non négociables. Et pendant que tout le monde regarde le spectacle, l'appareil avance, silencieux, méthodique. Et au milieu de tout ça, il y a l'extérieur qui bouge aussi. Le texte décrit une attaque massive de la Russie contre l'Ukraine après une promesse de pause d'une semaine. C'était un piège, dit le récit. Et quand les crises internes et les crises internationales s'alignent, ça crée un pays qui réagit au lieu de décider. Donc la vraie question n'est pas qui a raison. La vraie question, c'est quelle sera la prochaine décision, prise pendant que tout le monde est distrait. Parce que le prochain mouvement, lui, arrive déjà. Voilà la phrase qui résume tout. Quand une base se retourne, le pouvoir se révèle. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas seulement une histoire de fichier Epstein, ni seulement une querelle interne. C'est un test de loyauté en temps réel, avec une règle implicite. Poser les mauvaises questions te met dans la ligne de tir. Et plus la pression monte, plus la réponse devient brutale, plus le système s'habitue à l'inacceptable. Et si tu veux comprendre la suite, ne regarde pas seulement ce qu'il crie, regarde ce qu'il normalise, regarde ce qu'il refuse de nier, regarde qui ils choisissent de punir. Parce que ce genre de crise ne se termine pas avec une excuse, elle se termine avec une escalade ou un verrouillage. Si tu veux que je continue à décoder ça avec toi, abonne-toi et reste là. La prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se préparer et elle pourrait être bien plus grande que ce que tu imagines.